Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors là, ce soir, ça va être un mini-show un petit peu compliqué parce que je vais vous parler de l'or. Ah oui, parce qu'il y a plein de gens qui me posent des questions. Qu'est-ce que je pense de l'or? Est-ce que ça pourrait pas être bien de remettre un étalon or, de remettre de la monnaie en or? À quoi ça sert? Est-ce qu'il faut en avoir ou pas? Mais j'en sais rien, moi. Vous me demandez tout ça. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que au point de vue monétaire, parce que moi vous me connaissez, hein, là c'est la monnaie. Donc au point de vue monétaire, on peut dire que l'or, bon, ça a été une monnaie, oui, bon, ça a été une monnaie. On sait maintenant, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, que depuis moins 700 avant Jésus-Christ, on le sait à cause en particulier des études et des recherches des anthropologues, entre autres Marcel Mauss, le très célèbre anthropologue qui a fait son essai sur le don. On connaît David Graeber, évidemment, l'américain, qui a écrit cet énorme bouquin Dette 5000 ans d'histoire. Et donc on sait maintenant que, et ça vous pouvez le répéter à tous vos amis, à chaque fois, à tous les gens qui vous disent « Ah mais oui, mais la monnaie, ça a été inventé parce que le troc, c'était pas pratique. » Non, c'est faux. Le troc, il n'y en a jamais eu. Ça fait 200 ans que les anthropologues recherchent des tribus où la monnaie a été inventée parce qu'ils n'arrivaient pas à troquer. Non, ça n'existe pas. Avant que la monnaie existe, on troquait pas. On se faisait des cadeaux mutuels, on se visitait. En fait, le fait de se donner des choses, c'était pas d'échanger des choses. Le fait d'arriver avec des cadeaux, c'était surtout pour amadouer les tribus qu'on connaissait pas et à qui on venait rendre visite en espérant qu'ils ne viendraient pas nous piquer nos fruits, nos légumes et nos femmes. Voilà, bon, les tribus primitives, c'est ça. Donc, l'or est apparu en tant que monnaie, c'est-à-dire en tant que chiffre frappé sur des rondelles, frappées elles-mêmes au profil du chef, au profil du maître, quoi, enfin du conquérant en tout cas, du propriétaire du territoire qu'il avait délimité, et où les gens et les terres lui appartenaient, le prince, le roi, qui est devenu l'État par la suite. Donc les monnaies en or et en électrum en particulier, tout ça s'est passé en même temps, à peu près simultanément, en Chine, dans le bassin méditerranéen et le bassin mésopotamien et en Inde, à peu près à la même époque, en moins 700 avant Jésus-Christ, les monnaies sont apparues. Alors, elles sont apparues parce que les monarques, les despotes, avaient besoin de continuer à faire payer l'impôt à leur population. Avant que la monnaie existe, les monarques, les pharaons par exemple, contrôlaient les systèmes de transactions, les systèmes mutuels. C'était les scribes, comme nous dit un ami sur Facebook, c'était les scribes des pharaons qui faisaient la comptabilité des transactions mutuelles entre les gens. Ce qui permettait de mesurer les transactions mutuelles, de leur donner une certaine valeur décidée arbitrairement par le pharaon, la même pour tout le monde, j'espère, en principe. Et donc cette valeur-là était taxée d'une valeur, d'un pourcentage en nature. C'est-à-dire que le pharaon prélevait sur la population, sur sa population, de quoi nourrir sa cour et de quoi nourrir ses esclaves, par le pouvoir, par la force. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore le système monétaire pour soumettre les populations et pour prélever l'impôt. Donc, l'invention de la monnaie, ça a été un progrès par rapport au fait de tenir les comptabilités de tout le monde de manière à pouvoir calculer de combien on allait pouvoir les pomper. La monnaie, ça a été un progrès énorme parce que d'une part, ça permettait de payer à coût nul des gens, des armées, des mercenaires qui pouvaient eux-mêmes conquérir à la frontière et se nourrir à la frontière en dépensant ces rondelles métalliques et en obligeant les populations à les accepter de force. Et en leur disant, il va falloir que vous m'en rendiez l'année prochaine parce que ce sont les impôts à payer. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, forcément que les populations conquises ont été obligées d'accepter ce marché de dupes, puisque c'était mieux que de se faire trancher la tête ou de se faire piller sa récolte par la force. Et donc, ça a obligé tout le monde à produire un petit peu plus, parce que le centre de pouvoir, il faut bien le nourrir, à produire un petit peu plus de manière à gagner
un petit peu plus de pièces que nécessaire pour se nourrir soi-même. Et donc le surplus de production, il part au centre de pouvoir, sous la forme de comptes, sous la forme de pièces de monnaie, que le centre de pouvoir peut à son tour faire circuler, tout en pompant la richesse réelle, en permettant à ses armées d'occupation de ramener tout ce qu'il faut pour enrichir le centre de pouvoir, à Rome, pour les Romains par exemple. Bon, que vient faire l'or là-dedans ? L'or, il a deux fonctions qui sont intéressantes. D'abord, c'est qu'il ne rouille pas, il ne s'abîme pas, et il brille. Les gens, quand on leur donne une rondelle en or ou même en métal, alors qu'ils viennent de donner à une force d'occupation une partie de leur récolte, on leur donne ça. Ils ont l'impression d'avoir fait un échange. Alors qu'en fait, il n'y a pas eu d'échange, il y a eu un prélèvement de biens réels. Et donc, c'est toute cette notion qui est vraiment très curieuse, que l'échange enrichit les deux parties. Et il y a des gens qui vont jusqu'à dire, si j'accepte ta pièce de monnaie, c'est que je préfère avoir ta pièce de monnaie que ce que je te donne. Ben oui, sauf que ce que tu m'as donné, ce que tu as donné, tu ne l'as plus, et en échange, tu as un chiffre qui va certes te permettre de prélever à peu près l'équivalent dans la communauté, mais qui, de ce fait, du fait d'accepter ce chiffre, tu te soumets à l'émetteur des chiffres. Et donc tu te soumets à la prédation de l'émetteur des chiffres, qui est le seul à avoir le privilège régalien de les imprimer. Bon, alors, pourquoi l'or ? La deuxième raison de l'or, c'est que ça ne s'abîme absolument pas et que c'est divisible, c'est-à-dire on peut faire des petites pièces pour des petites transactions, des grosses pièces pour des grosses transactions. Donc évidemment, ça a toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle, depuis désormais, une monnaie. C'est ça la définition de la monnaie. C'est quelque chose qui est émis par le despote et qui est imposé par la force à la population qui se retrouve obligée de l'accepter. Donc évidemment, si c'est quelque chose de jaune, de brillant, qui ne s'abîme pas, qu'on peut utiliser pour mesurer tout ce qu'il y a à prélever, évidemment que ça marche beaucoup mieux que si on donne un bâton avec des encoches. Quoique, le bâton avec des encoches, ça a marché en Angleterre pendant très longtemps aussi. C'est ce qui servait au roi à prélever l'impôt. Les gens avaient des encoches, un système un peu compliqué qui s'appelait le talistique, si vous voulez chercher. Voilà, ça marchait très bien aussi. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose qui soit beau et qui soit jaune et qui ne s'abîme pas. Bon. Alors, maintenant, il y a autre chose. C'est que l'or en lui-même, il a aussi de la valeur. Forcément, comme une maison, comme une veste, comme une boîte de conserve avec des flageolets dedans. Forcément que ça a une certaine valeur. L'intérêt de l'or, c'est que comme il ne s'abîme absolument pas, il reste toujours le même. À l'échelle d'une vie humaine, ou même d'une génération, ou même d'une civilisation, quand on a un petit bout d'or, ou une pièce d'or avec un chiffre marqué dessus, évidemment, le chiffre, il n'a plus aucun sens. C'est le retour à la valeur de l'objet lui-même qui est important. Et donc, on a tendance à faire la confusion, à confondre la nature monétaire de l'or en tant que moyen de mesurer les échanges parce qu'il y a une valeur imprimée sur un morceau, et la valeur refuge de l'or qui permet, quand on en a, de pouvoir à ce moment-là l'échanger contre autre chose. Mais là, l'or n'est plus de la monnaie. L'or, c'est comme un grain de riz, comme un sac de riz, comme une maison. On peut dire, tiens, je te donne mon lingot d'or, et en échange, tu vas me donner ta voiture et tes vêtements. Et là, on est dans simplement une forme de troc. On n'est pas du tout dans une économie monétaire. On est avec une certaine valeur refuge, une certaine valeur matérielle qui peut s'échanger contre autre chose. Évidemment, si cette autre chose est calculée par un système monétaire,
avec des soldes qui montent et qui descendent, et que vous êtes en face de quelqu'un qui a un solde positif, cette personne peut très bien vous dire « Écoute, je t'échange mon or contre le solde positif de mes mesures monétaires accumulées. Parce que j'ai vendu beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup de chiffres sur mon compte. » Et là, si vous êtes d'accord, vous pouvez échanger votre or contre un tas de chiffres qui, si vous-même faites partie du même système monétaire, peut venir au compte positif de votre solde à vous. Ah, c'est compliqué cette affaire-là. Bon, n'empêche que le cumul de chiffres, c'est juste un équilibre qui appartenait à cette personne-là de manière personnelle. Et vous avez perdu votre or. Et vous l'avez échangé contre des chiffres, contre un système, contre un cumul qui réside dans un système de mesure. Sauf que, et alors, bon, en plus, dans un système de mesure, c'est beaucoup plus facile de rajouter des chiffres que de rajouter de l'or dans un système monétaire à base or. Alors là, on vient à la question de l'étalon or. Il y a des gens qui disent les États créent trop de monnaie, ils dépensent plus que ce qu'ils récoltent en impôts, donc ça fait de l'inflation. Le fait de réinjecter de la monnaie, de réinjecter des chiffres, on devrait dire, dans le système monétaire, ça fait que l'échelle de certains de ceux qui reçoivent les chiffres augmente. C'est sûr que si vous avez 1000 euros sur votre compte et si vous avez 1 million d'euros sur votre compte, une pomme à 1 euro, elle ne vaut pas le même prix pour vous. Pour celui qui a 1000 euros sur son compte, la pomme, elle vaut 1 euro. Mais l'euro du gars qui a 1 million sur son compte, il n'a pas du tout la même valeur. C'est une question d'échelle et de proportion entre le prix qui est négocié et la quantité de monnaie qu'il y a en totalité et la quantité de monnaie que chacun a sur son compte. Chacun a une échelle différente quand les comptes ne sont pas du tout au même niveau. Alors, le problème de la création des chiffres, augmenter des chiffres dans un système monétaire, évidemment, c'est rajouter de la fausse monnaie. Ça revient exactement au même. Et le problème de la fausse monnaie, c'est que celui qui émet des chiffres en plus, ou qui imprime des billets, ce qui lui permet d'augmenter son compte, ses mesures, sans avoir produit, sans avoir travaillé. C'est ça la question de la fausse monnaie, c'est qu'on produit, mais il n'y a pas eu de déséquilibre, il n'y a rien qui a été donné, pour que ce compte augmente, il n'y a rien qui a été donné. Or, le compte augmente quand on fait des faux billets ou quand on émet de la fausse monnaie. Évidemment, ça augmente la moyenne des soldes de tout le monde. Sauf que vous, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu de la monnaie, que l'échelle globale de tout le monde a augmenté parce qu'il y en a un qui a augmenté son compte, et bien si vous n'êtes pas au courant, vous ne changez pas vos prix. Et donc vous vous faites avoir par ceux dont la somme des chiffres a augmenté. Pourquoi est-ce que la moyenne augmente quand quelqu'un fait de la fausse monnaie ? C'est un principe très simple. Si tout le monde est à 1000 euros, on a une moyenne à 1000 euros, et qu'il y en a un tout d'un coup qui fait 10 000 euros de plus, ou 9 000 euros de plus, donc son compte passe de 1000 à 10 000. Pour lui, il a une échelle de 10 000. Mais pour tout le monde, avant, si on était 100, par exemple, avec 1000 euros chacun, il y avait 100 000 euros de masse monétaire. En moyenne, on avait 1000 euros chacun. Donc il y avait en tout, si on est 100 fois 1000 euros. 100 000 euros de monnaie en tout. S'il y en a un qui se rajoute 9 000 et que son compte passe à 10 000 euros, on n'est plus à 100 000 euros de masse monétaire, on est à 109 000 euros de masse monétaire. Donc la moyenne, elle est passée à combien ? 109 000 divisé par 100, normalement on devrait avoir 109 chacun. Et on n'a pas 109 chacun. Si au lieu de 10 000, il a mis 1 million, la moyenne, elle devrait être à, je sais pas, peut-être à 30 000 chacun. Or, elle n'a pas monté la moyenne. Il n'y a que pour lui il y a que pour le faux monnayeur que la moyenne a monté. Il n'y a que pour lui que les prix relativement à son solde à lui, pour lui, les prix ont baissé. Est-ce que vous comprenez ça ? Si j'ai 1000 euros sur mon compte et qu'une pomme vaut 1 euro, une pomme, c'est 1/1000 de mon compte. Si je me rajoute comme ça en douce 1000 euros sur mon compte et que je double mon solde et que je suis à 2000 euros, c'est comme si la pomme valait plus que 50 centimes pour moi. Hein ? Ça me semble logique. Mon euro à moi, il a doublé de valeur par rapport au vôtre, si votre compte n'a pas bougé. Avec 1 euro à moi,
puisque j'en ai 2000, si je prends 1/1000 de ma... Comme vous, si comme vous, je prends 1/1000 de mon solde monétaire, 1/1000 de mon solde monétaire, c'est 2 euros. Mais vous n'avez pas augmenté vos prix, parce que vous n'avez pas su que j'ai augmenté mon solde à moi. Donc votre pomme, vous la vendez toujours 1 euro. Mais pour moi, elle vaut 2 fois moins cher. Bon, on reviendra là-dessus, sur l'histoire de la fausse monnaie, parce que c'est pas simple. Donc, est-ce qu'on peut avoir un étalon or? Bon, c'est une bonne question. Un étalon or, ça veut dire que chaque billet qui est émis, chaque billet de banque, doit avoir une contrepartie en or. Voilà. Si le Trésor public fait de la création monétaire et rajoute un billet de 10, peu importe l'unité, dans l'économie, et le dépense, il faut que ce billet-là ait un équivalent en 1 gramme, 1 milligramme, 1 centigramme d'or. Voilà, une quantité d'or. Or, les tenants de la monnaie or et de l'étalon or disent ça serait drôlement bien de remettre un étalon or parce que les États ne pourraient plus créer de la monnaie à tire-larigot et ne pourraient plus augmenter la masse monétaire. En quelque sorte, l'argument est bon parce que ça voudrait dire on interdit de fait la fausse monnaie. Alors, la difficulté, c'est que d'abord, qui possède l'or? D'où vient l'or? Est-ce que l'or est symétriquement distribué dans la population? Bon, la réponse évidemment, elle est non. Les grands propriétaires d'or, ce sont les banques centrales, c'est-à-dire les États, et ce sont certains particuliers probablement qu'on connaît peu. Donc c'est très difficile de dire, on va essayer d'émettre, on ne peut plus émettre plus de monnaie que la quantité d'or, parce que la quantité d'or, elle augmente très peu, elle augmente très lentement. Elle peut augmenter d'un seul coup, ça s'est produit à l'époque de la découverte de l'Amérique du Sud, quand les Espagnols sont allés piller tous les peuples qu'ils ont massacrés en Amérique du Sud, les Incas, les Mayas, etc., et qu'ils ont ramené tout l'or de l'Amérique du Sud en Europe. Tout d'un coup, la masse en or, qui était à l'époque de la monnaie, a augmenté de, 5, 10, 20%. Et du coup, les Espagnols, et eux seuls, se sont retrouvés beaucoup plus riches que tous les pays qui les entouraient. Du coup, ils ont pu financer, payer des soldats, payer des charpentiers de marine pour construire une flotte extraordinaire. Et il y a plein de travailleurs européens qui sont venus en Espagne pour profiter de cet apport numérique, finalement, puisque chaque pièce était frappée à une certaine valeur, de cet apport de monnaie. Ça revient au même que si l'État espagnol avait créé de la monnaie, ce qui se produit en ce moment aux États-Unis, par exemple. Ça revient exactement au même. Sauf que le problème de l'or, c'est que pour en avoir, il faut avoir le monopole sur les mines d'or, il faut extraire de l'or, et donc on ne peut pas augmenter la quantité de monnaie dans l'économie. Or, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'augmenter? Pourquoi est-ce que, c'est pas qu'on a besoin, mais pourquoi est-ce que la quantité de monnaie dans l'économie a tendance à augmenter? Depuis que les monnaies numériques existent, les monnaies sous forme de chiffres existent, la masse monétaire, le nombre de chiffres augmente. Pourquoi? Parce que quand on est dans un système monétaire qui est imposé par un centre de pouvoir, et que, comme à l'époque des rois, des princes, des despotes, il faut obligatoirement avoir un petit peu plus de monnaie tous les ans parce qu'il faut nourrir en monnaie le centre pour lui permettre d'acheter, de prélever de la richesse sur les populations autour, forcément que chaque membre de la population est obligé de produire un petit peu plus que le nécessaire. Forcément, pour nourrir les parasites qui sont au chaud au milieu de l'Empire. Donc, pour produire un petit peu plus que nécessaire, on est obligé de passer du temps à faire autre chose que ce qui nous concerne nous. On est obligé de passer du temps à faire autre chose que cultiver son jardin, autre chose que réparer ses outils, autre chose que ramasser du bois pour faire du feu, évidemment. Et donc, chaque membre de la population a tendance, naturellement, à se spécialiser dans ce qu'il sait faire le mieux et le plus vite, de manière à en vendre un petit peu autour de lui, de manière à récupérer de la monnaie. À récupérer de la monnaie parce qu'il y a les impôts à payer l'année d'après. Dans un système bancaire où la monnaie est émise par le crédit, on a exactement le même problème, mais 2 fois. Parce qu'il faut travailler un petit peu plus pour nourrir les parasites du gouvernement, qui dans le temps émettaient la monnaie, mais qui maintenant se sont alliés avec le secteur bancaire. Et donc, comme le secteur bancaire est obligé
Enfin, son métier, c'est de produire de la monnaie à intérêt. Forcément que quand on produit de la monnaie à intérêt, il faut payer, il faut que les populations qui utilisent cette monnaie payent les intérêts. Donc on est obligé de travailler encore plus aussi pour avoir encore plus de monnaie et emprunter encore plus, ce qui nous endette encore plus, qui nous oblige à payer encore plus d'intérêts. Donc il faut nourrir à la fois le centre de pouvoir qui dispose de la force pour nous obliger à faire tout ça, parce que sinon ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui payent les impôts si on risquait pas d'aller en prison si on les paye pas, faut quand même dire ce qui est. Et deuxièmement, le pouvoir de la création monétaire qui appartient au secteur bancaire, donc forcément que les deux secteurs s'associent. C'est une association quasi obligatoire, complètement symbiotique, entre les détenteurs de l'émission des chiffres et les détenteurs du pouvoir de la force, de la coercition. L'un ne va pas sans l'autre. Donc forcément que quand on a un système comme ça, tout le monde se spécialise. Tout le monde se met à rechercher le meilleur moyen d'aller plus vite, de travailler plus vite, de produire plus. Dans les sociétés primitives, dans les tribus où il n'y a pas de monnaie, ils foutent rien de la journée. Ils vont chasser 2-3 heures ou pêcher 2-3 heures, ramasser 2-3 trucs à manger, travailler 1 mois ou 2 par an pour faire la récolte de riz, on met ça dans des sacs, on en a pour l'année, et le reste du temps, les femmes s'occupent des enfants, font le feu, font la cuisine, et les hommes font la sieste. Voilà comment ça se passe dans les tribus primitives. Et les hommes, quand il faut, ils vont à la pêche, ils vont à la chasse, et ils ramènent de quoi manger. Ils ramènent des protéines. Donc, dans les tribus primitives, où il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de recherche, il n'y a aucune amélioration au mode de vie. Donc c'est très paradoxal, parce qu'on peut dire que dans un sens, le fait que les despotes nous aient obligés à travailler plus pour les nourrir, a fait que nous avons adopter les systèmes de division du travail et de spécialisation que nous constatons jusqu'à maintenant, qui nous donnent la variété, la complexité et dans un sens le bonheur et le confort d'habiter dans des endroits bien chauffés, d'être bien habillés, de manger comme il faut et d'avoir une vie riche comme celle que nous avons. Alors, est-ce que la vie de la civilisation aboutie que nous connaissons, à la pointe de du progrès que nous connaissons, est meilleure que le niveau de vie, que le style de vie des primitifs ? Bon, on peut se poser la question, c'est une question à se poser. On peut peut-être, en tout cas, sans retourner au style de vie primitif, on peut peut-être, en tout cas, tout en gardant tout ce qu'on a appris, en prendre de la graine chez les primitifs. Il y a peut-être des choses, les primitifs sont peut-être pas ce qu'on croit, comme le dit une petite vidéo récente. Donc bref, pour terminer sur l'or, si on utilise les talons or, voilà, excusez pour la digression, si on utilise les talons or, on ne peut pas créer plus de monnaie. Pourquoi est-ce qu'on crée plus de monnaie dans une société en croissance ? C'était ça. La croissance, elle est obligatoire parce qu'il y a la prédation du centre de pouvoir, donc on est obligé de faire de la division du travail, de se spécialiser, donc il y a de la croissance. Et donc pour mesurer les transferts de propriété, les ventes, les achats, etc., si on veut les mesurer entre nous, il faut créer des chiffres. Si on était dans un système de crédit mutuel où il suffirait de créer le chiffre, à chaque fois qu'on fait une transaction, je te mets plus, tu me mets moins, il y a forcément des chiffres en plus, nos cumuls augmentent, mais on s'en fout, on est juste là pour mesurer les cumuls de nos transactions, savoir où on en est, si on est en positif ou en négatif. Bon, très bien. Mais comme on est dans un système où les chiffres sont émis à titre payant par le secteur central, par un organisme centralisé, les chiffres, il faut les acheter. Donc on a besoin, de toute façon, de chiffres en plus parce qu'il y a plus de transactions. Et donc c'est très difficile d'avoir un système en croissance où la quantité de chiffres n'augmente pas. C'est ça qui rend les talons or difficile à conceptualiser dans un système en croissance. Parce que si on a un étalon or, on ne pourra plus créer de chiffres pour mesurer les transactions supplémentaires. Bon. Donc ça veut dire que si on n'augmente pas le volume des chiffres de mesure pour des transactions qui continuent à augmenter ou qui restent stables, si la quantité d'or n'augmente pas, il faut que ce soit les chiffres qui baissent. Il faut que ce soit, les prix qui baissent. Pourquoi ? Parce que s'il y a plus de choses qui sont transférées d'un individu à un autre et qu'on veut continuer à les comptabiliser et qu'on ne peut pas
créer des chiffres pour augmenter tout ça, il faut qu'on divise les chiffres pour qu'ils soient de plus en plus petits. C'est le problème de Bitcoin. C'est pour ça que vous voyez des millièmes, des 10 millièmes de Bitcoin pour les transactions, c'est parce qu'il y a une certaine quantité de Bitcoin, et donc les prix diminuent. Au début, si la quantité de Bitcoin, ce qui est le cas, ne va plus augmenter, c'est tout à fait parallèle à un système à étalon or, eh bien ce sont les prix qui doivent diminuer, parce que la quantité d'outils de mesure dans l'économie, elle est fixe. Et si la quantité de transactions augmente, eh ben, il faut que les chiffres diminuent, qu'on fasse des chiffres de plus en plus petits. C'est facile à comprendre, hein. Si on a 10 bitcoins en tout, dans toute l'économie pour tout mesurer, et qu'on a un truc qui vaut 10, et que on veut se l'échanger, on veut se le vendre, ou se l'acheter, eh ben, on mesure, paf, tous les bitcoins ont changé de main. Bon, par contre, si tout d'un coup, il y a 2 trucs, 3 trucs, des nouveaux produits qui s'échangent, on n'a plus assez de bitcoins. Si on a 3 transactions à faire de valeur 10 avec 10 bitcoins, on ne peut pas les mesurer. Donc, il faut qu'on divise par 3 nos prix. C'est facile, hein. Au lieu de dire, tiens, là, ça valait 10, ça valait 10, bah maintenant, ça vaut 3. C'est tout. Mais il faut baisser les salaires aussi, il faut tout baisser. Et ça, dans une société qui, depuis 3000 ans, est habituée à faire sa comptabilité à crédit mutuel, avec un compte qui augmente, un compte qui baisse, forcément qu'on est obligé d'augmenter l'échelle tout le temps, parce que la quantité des transactions augmente tout le temps. D'une année à l'autre, il y a plus de transactions. C'est le PIB, c'est le produit intérieur brut, ça augmente tout le temps. Bon, donc moralité, si on veut revenir à un étalon or, il faudrait déjà qu'on résolve le problème de la croissance. C'est seulement dans une économie stable qu'on pourrait, à la limite, avoir un système monétaire stable. Alors, la question de l'international, évidemment, pourquoi est-ce que les banques centrales, en ce moment, se goinfrent d'or et mettent de l'or de côté ? Parce que les systèmes de monnaie fiduciaire que tous les États utilisent actuellement, étant donné que le dollar est émis à coup nul par les États-Unis, est imposé par les 700 ou 800 bases américaines dans le monde entier, et que toutes les transactions internationales se font jusqu'à présent en dollars, il y a beaucoup de pays qui se rendent compte que si jamais le dollar tout d'un coup perd de sa valeur, ou progressivement perd de sa valeur, ce qui est le cas, ce qui est en train de se passer, ou ce qui va se passer dans les années qui viennent, il va peut-être falloir qu'on mesure les échanges internationaux, ou tout au moins qu'on se compense les échanges internationaux avec autre chose que les chiffres d'une échelle de mesure, le dollar, qui ne fait qu'augmenter tout le temps par émission de fausses monnaies. Et donc, si on n'a pas quelque chose avec une valeur plus stable pour compenser nos échanges internationaux que un système de mesure dont l'échelle augmente tout le temps comme celle du dollar, on risque de se faire avoir. Donc la plupart des pays qui ont compris un peu ce système-là se disent on va sécuriser le coût et on va avoir de l'or en réserve. Voilà pourquoi il y a beaucoup de grands pays en ce moment qui font des réserves d'or. Alors voilà, bon, en même temps, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que si vous voulez avoir une valeur refuge, ce qui est tout à fait légitime, hein, voilà, on se rassure, on a peur de l'avenir, donc on essaye d'avoir quelque chose qui ne va pas trop perdre de valeur dans le temps. Pourquoi pas acheter des pièces d'or ? Pourquoi pas acheter des lingots d'or ? Peut-être que ça sera mieux à un moment donné d'avoir quelques pièces dans un sachet ou un lingot d'or caché quelque part, plutôt que d'avoir des chiffres sur votre compte bancaire, ça c'est sûr. Mais bon, c'est une valeur refuge, je dirais, comme une autre. Elle a le mérite d'être très stable dans le temps parce que tout le monde aime bien ce métal, mais bon, l'argent peut jouer le même rôle, de l'immobilier peut jouer le même rôle, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent jouer le même rôle. Les valeurs refuges, moi, celles que je pense être les plus importantes, les vraies valeurs refuges, c'est ce que vous avez en vous. C'est les capacités que nous avons en nous de réagir aux difficultés, de réagir aux changements de fortune, de réagir aux changements sociaux. Si nous avons en nous
les capacités d'être autonomes, de nous aider les uns les autres, de faire des systèmes résilients qui fonctionnent sur le peer-to-peer, qui fonctionnent sur des rapports beaucoup plus horizontaux et beaucoup moins pyramidaux, si nous faisons des systèmes équilibrés, où nous nous soutenons les uns les autres et où nous nous entraidons les uns les autres, et ça peut être mis en place, c'est en train d'être mis en place, voilà, de toute façon, il y en a un jour, je vous ferai une liste et vous verrez, il y a 36 000 trucs à faire. Voilà, c'est ça la vraie valeur refuge, je pense. Si on a peur de l'avenir, le mieux, c'est, comme je vous ai dit souvent, plantez un potager et faites-vous des amis, faites-vous des réseaux. À mon avis, c'est encore plus stable que de l'or, que de l'immobilier ou que des tableaux de maître. Oh, bah écoutez, voilà, c'était un petit peu long. On revient la semaine prochaine à la question de la fausse monnaie. Parce que ça, c'est quand même un angle intéressant pour étudier la création monétaire par le crédit. C'est une question d'échelle. On va bien creuser tout ça dans les semaines qui viennent. Bon voilà, à bientôt tout le monde. Ciao ciao, bonne soirée.